Le live de Radio Libre, c'est maintenant. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Libre pour notre grand live du jour. Nous sommes le samedi 28 mai 2022 et nous accueillons, et on commence directement avec lui pour nous parler d'économie locale, de crypto-monnaie, d'un projet qui lui tient à cœur, qui s'appelle Solidark, et cet invité de marque, c'est Vadim Dequet. Bonjour Vadim. Bonjour Charlie, bonjour Vincent. Merci de me donner cette possibilité à la fois de présenter le projet Solidark, mais plus globalement d'échanger et de partager mon avis et mon analyse sur l'économie en général et sur le système bancaire et monétaire. Je sais que ce ne sont pas des sujets qui sont extrêmement sexy parce que généralement, ils sont plutôt complexes. Donc, les gens ne s'y intéressent pas parce qu'ils pensent, ou peu, parce qu'ils pensent qu'ils vont pas forcément les comprendre. Alors que, comme le dit cette phrase qu'on attribue à Henry Ford, je sais pas s'il l'a vraiment dit et j'ai pas envie de faire son apologie, mais si les citoyens, si la population comprenait le système bancaire et monétaire, il y aurait une révolution le lendemain matin. Cette phrase est quand même lourde de sens pour déjà introduire le sujet qui va nous parler en fait finalement de cette arnaque institutionnalisée qu'est ce système bancaire et monétaire qui nous domine et nous écrase à plein de niveaux. Donc merci de me donner cette possibilité. Merci à toi Vadim. C'est vrai que avant de rentrer dans le sujet, on va rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent devenir amis de Radio Libre en soutenant l'équipe. On a Vincent à la régie qui va peut-être nous dire quelque chose, mais tout à l'heure commenter un peu les informations qu'on va donner. C'est vrai que vous pouvez devenir ami en allant sur amis.radiolibre.ch. Vous pouvez écouter nos podcasts. On a des podcasts sur le site internet. Et puis, grande nouveauté de cette semaine, nous avons des actus live les lundis matin, mercredi matin et vendredi matin à partir de 9h. Et ces actus live repassent ensuite en boucle le reste de la journée jusqu'au prochain actu live sur le player du site. Donc, une radio qui se dynamise avec une équipe qui est assez motivée. Et puis, je me réjouis ce matin d'écouter tout ce que tu as à nous dire. Par quelle partie est-ce que tu veux commencer? C'est vrai que l'industrie de la finance, c'est quelque chose qui est très peu, qui est opaque et très peu connu. Ça a été largement privatisé. C'est plus vraiment une prérogative de l'État, même si on parle d'argent suisse où une partie de cet argent est créée par les crédits et qui est liée à l'endettement. Je pense que personne n'ignore qu'il y a de la dette qui se crée, qu'on doit payer, que le coût de la vie augmente. Et puis ça, c'est des mécanismes qui font que ça remplit les poches de certaines personnes qui se sont placées dans ces mécanismes depuis déjà le début de la création des systèmes monétaires, c'est vrai. Et là, heureusement, on a des entrepreneurs en Suisse qui proposent des solutions qui nous permettront peut-être au niveau local de reprendre le flambeau, de reprendre la main sur nos échanges économiques, de reprendre la main sur nos finances avec moins de dettes et puis plus d'interactions locales. Par quoi est-ce qu'on commence, Vadim? Est-ce que tu préfères faire un petit tour d'horizon de ce qui existe maintenant? Peut-être parler des crypto-monnaies et puis après on passera à ton projet Solidark? Oui, alors oui, j'aurais justement bien voulu parler de ce que tu viens d'évoquer d'abord, donc c'est-à-dire le constat sur la situation actuelle de ce système que personnellement je qualifie de pervers, pour justement arriver à parler d'abord de la problématique et ensuite évoquer la solution qu'on propose et à travers justement une présentation aussi un peu plus générale de ce que sont les crypto-monnaies et ce qu'est la blockchain qui est la technologie qui est derrière. Donc oui, si ça te va, on commence par le constat. Alors, le constat pour nous, pour l'association Solidark qu'on a tiré, il est double, on va dire. Premièrement, c'est que le système économique et financier, le système bancaire et monétaire ne sont pas démocratiques. Alors je sais, c'est un peu bizarre de parler de démocratie quand on parle d'économie, parce que traditionnellement,
la démocratie est liée plutôt à des systèmes politiques et non pas à un système économique. Mais j'aimerais approfondir un petit peu cette notion de démocratie au sens que ce soit étymologique, conceptuel ou même philosophique, pour justement démontrer que la démocratie ne se réduit pas à un système politique, ne se réduit pas à un droit de vote et se réduit encore moins à un simple droit d'élection. La démocratie, étymologiquement parlant, donc c'est le pouvoir au peuple, à la population, exercé par le peuple, possédé par le peuple. Donc, pour arriver à comprendre cette notion, il faut déjà commencer par définir ce qu'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est assez simple à définir, c'est une capacité à contraindre et à influencer les autres en fonction de sa volonté, à contraindre les actions des autres, à contraindre même et à influencer les pensées des autres. Ça, c'est le pouvoir. Maintenant, ce pouvoir-là, encore une fois, il se réduit pas ni au vote ni à l'élection. Nous, alors, dans le cadre du projet, on a identifié 6 gros pouvoirs qui sont majeurs. Il y en a certainement d'autres. Ça se divise encore en d'autres sous-pouvoirs. Mais les 6 pouvoirs majeurs sont évidemment, comme on apprend déjà dès tout petit à l'école, le pouvoir exécutif, administratif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, qui là peuvent être plus ou moins démocratiques en fonction du système de représentation, qu'il soit proportionnel, majoritaire. Bon, il y a des degrés de démocraticité, si j'ose dire. Mais bon, ça, c'est les pouvoirs qu'on a, entre guillemets, rendus démocratiques. Après, c'est encore à débat parce qu'il y a évidemment plein d'autres notions qui peuvent être prises en compte, le tirage au sort. Les Grecs et même Montesquieu disaient que l'élection n'était pas démocratique, que c'était un processus oligarchique puisqu'il permettait à une élite finalement de poser leurs candidats, de financer en quelque sorte leur campagne, même si à l'époque, je ne sais pas si c'était des campagnes, si on peut parler. Oui, il y avait déjà, bien sûr. Donc voilà, on peut remettre en question le niveau de démocraticité, mais on va quand même partir du principe que c'est démocratique, ces 3 pouvoirs qu'on peut dire pouvoirs formels. Donc exécutif, législatif et judiciaire. Maintenant, il y a 3 autres pouvoirs qui sont des pouvoirs informels. Par informel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formalisés par l'État, où il n'y a pas de... Oui, il y a parfois un peu l'État s'immisce quand même un peu dans ses pouvoirs, mais ils sont largement privatisés. Voilà. Ces 3 pouvoirs, sont premièrement alors le pouvoir médiatique, qui a démontré ces 2 dernières années, voire 3 dernières années, l'ampleur de son influence, de ses capacités d'influence, de son pouvoir, que ce soit durant la crise du Covid et maintenant encore plus peut-être durant la guerre en Ukraine. On voit que ce pouvoir médiatique, qui est donc un pouvoir d'influence d'opinion publique, d'influence de la pensée, est généralement, en tout cas en Occident, détenu par des oligarques occidentaux, oligarques industriels, financiers. On sait qu'en France, la quasi-totalité des médias sont détenus par une poignée, je ne sais plus exactement si les chiffres se sont réduits, mais on parlait de 10 milliardaires, c'est peut-être encore moins aujourd'hui. En Suisse, ça doit être plus ou moins pareil. Évidemment, il y a des médias d'État, mais la plupart des médias sont donc des médias privés. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile, voire quasi impossible de générer de la plus-value ou un chiffre d'affaires simplement avec un média. Je pense que vous en êtes aussi conscient, c'est en tout cas quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'il faut rejoindre les amis de Radio Libre pour vous soutenir et pour rester indépendant. C'est pourquoi les milliardaires qui possèdent ces médias n'ont pas pour objectif de générer des profits grâce à ces médias. Mais par contre, ça leur permet de faire véhiculer des idées, des intérêts qui vont ensuite contribuer à l'essor de leurs entreprises, de leurs marchés, etc. Évidemment, il n'y a pas un milliardaire derrière chaque journaliste, donc il ne faut pas rentrer non plus. Il peut y avoir une certaine autonomie, mais il y a quand même des lignes directives et voilà, il y a des accords des fois tacites, plus ou moins compréhensibles par tous ceux qui font partie de l'équipe de rédaction, qu'on va dans tel ou tel sens et voilà. Donc ce pouvoir-là, déjà le pouvoir médiatique, on voit, il n'est pas démocratique. Ça, c'est déjà un premier pouvoir qu'on peut
qu'on peut définir comme non démocratique et oligarchique. Bon, nous, avec Solidark, on traite pas de comment régler ce problème, mais c'est important quand même de le savoir. Ça devrait, si on veut vraiment être une démocratie digne de ce nom, être formalisé afin d'y avoir une plus grande proportionnalité de représentation, etc., que ça devienne démocratique. Le deuxième pouvoir informel qui existe, c'est le pouvoir technico-scientifique, académique, qui lui aussi, ces 2-3 dernières années, a montré l'étendue de son influence. On n'a jamais autant entendu parler de la science comme si elle était unique, indivisible, indiscutable. On voit donc finalement la science est orientée par un pouvoir scientifique qui souvent ne représente pas forcément l'ensemble des avis scientifiques, parce que parler de la science avec un grand S, comme si elle était unique, c'est un déni historique de comment la science a évolué à travers le monde, avec des oppositions dialectiques, des contradictions. Des fois, la majorité même du corps scientifique, et même souvent se tromper, et c'est une minorité qui vient révolutionner le paradigme scientifique. On nous a beaucoup dit durant la crise du Covid qu'il y avait la science concernant les vaccins, alors qu'on voit qu'au final, énormément de scientifiques et énormément de manifestes ou de lettres qui ont été co-signés par des virologues, des épidémiologistes, etc., qui allaient à contre-courant, sans être dans l'extrémité opposée, mais qui allaient à contre-courant quand même du discours scientifique dominant. En fait, il faut faire une distinction entre un discours dominant et un discours majoritaire. Dominant, c'est ceux qui ont, on va dire, cette légitimité qui ne l'est peut-être pas d'un point de vue démocratique, mais d'un point de vue étatique, parce qu'ils ont été peut-être sélectionnés ou choisis par l'État pour constituer des groupes de travail sur tel ou tel sujet, et donc à qui l'État a accordé une légitimité. Donc on voit que le pouvoir scientifique est un vrai pouvoir. On peut aussi se décliner en pouvoir académique, donc c'est-à-dire les universités qui aussi participent à la formation de l'opinion publique au sein des futures élites des États. Moi, j'ai étudié à l'université de Lausanne en sciences sociales et politiques. J'ai très bien vu que c'était alors même si j'ai appris des choses très intéressantes, j'ai découvert des penseurs, j'ai lu énormément de choses qui m'ont beaucoup appris. J'ai quand même aussi constaté que l'université, du moins en sciences sociales, était quand même une école un peu entre guillemets d'endoctrinement qui va dans un sens assez défini et partisan, à gauche, hein, pour ne pas le nommer, qui vient aussi nous présenter des fois des théories qui sont pas issues de sciences vraiment dures et implacables, mais comme étant pourtant des vérités. Je pense à certaines théories du genre qui sont de plus en plus à la mode, etc. Donc oui, il y a des parts bien sûr de vérité, mais sans nuance. Et ce qui est dommage, c'est que la première chose qu'on nous apprend, même en sciences sociales, c'est qu'il faut déconstruire les préjugés, d'avoir un esprit critique, etc. Mais on constate en étant à l'université que finalement, quand tu déconstruis vraiment même le discours académique et que tu as un esprit vraiment critique, tu passes pas. Il faut te soumettre un peu à l'idée et à la pensée dominante il faut reproduire un peu le discours dominant pour gravir les échelons, pour réussir les examens, et pour devenir assistant, etc. Donc là aussi, c'est un pouvoir, le pouvoir académique, qui lui aussi pourrait être revu de façon à être peut-être plus représentatif, qui est des représentants des divers courants politiques, idéologiques au sein de ces universités. Et le troisième pouvoir, et c'est celui qu'on va surtout traiter aujourd'hui, c'est, à mon avis, le plus grand de tous, celui qui les domine tous, c'est le pouvoir financier. On pourrait dire le pouvoir économique, mais plus précisément, le pouvoir financier. Alors, pourquoi financier plus qu'économique ? Parce que c'est important de comprendre que l'économie, donc, traite de la création de richesse. La richesse est toujours le fruit de l'exploitation d'une ressource.
La richesse, c'est le fruit de l'exploitation d'une ressource et ce fruit nous permet d'effectuer des échanges, constitue des réserves de valeur, est accepté par tous, etc. La richesse, c'est le fruit de l'exploitation d'une ressource. À l'époque, il y a très longtemps, ce qui produisait le plus de richesse au monde, pendant vraiment des siècles, des premières sociétés humaines jusque, je sais pas, avant l'Antiquité, même pendant l'Antiquité, c'était l'exploitation de la terre. L'exploitation, ça veut dire faire travailler la terre, faire travailler cette ressource qui est la terre, produit des fruits, des céréales qui constituent la plus grande richesse échangeable et acceptable pendant des années. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on parle d'argent, on parle de blé, on parle d'oseille. Ce sont des céréales qui font référence donc à ce qui étaient les premières monnaies finalement, parce que bon, après on en reviendra là-dessus, mais pour être une monnaie, il faut être impérissable, divisible, facilement transportable, échangeable, anonyme aussi. Et le blé, les céréales secs, même éventuellement des dattes, pouvaient être utilisées. Faut pas croire que c'était des coquillages qu'on utilisait comme monnaie, c'est un peu un mythe. Il y a peut-être eu 3 sociétés qui utilisaient des coquillages, mais c'est le blé, les céréales, voilà. C'est ça qui, même les lentilles, etc., qui constituaient la majeure partie des richesses. Ensuite, plus on a évolué, plus d'autres modes de production de richesses ont commencé à s'imposer et à peut-être même surpasser celui qui venait de l'exploitation de la terre. Je pense notamment à l'exploitation de la force de travail, donc des travailleurs, que ça soit des salariés ou des esclaves d'ailleurs. Exploiter les travailleurs, c'est exploiter une ressource qui produit de la richesse. L'Empire romain, la République aussi, était fondamentalement fondée, reposée sur l'exploitation de la force de travail de leurs esclaves. C'est pour ça qu'on dit c'est des sociétés esclavagistes. La majeure partie des richesses produites par l'Empire romain étaient issues de l'exploitation de la force de travail des esclaves. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait que les Romains avaient besoin en continu d'alimenter leur conquête et leur guerre, parce que comment est-ce qu'on produit des esclaves? Tout simplement en allant conquérir des contrées barbares pour ensuite asservir la population et la vendre, la faire travailler dans les champs, dans les mines, etc., etc. D'ailleurs, quand César a conquis la Gaule, je crois que la moitié de la population et quasi-totalité des hommes gaulois ont été envoyés en esclaves. En fait, il fallait voir les légions romaines comme des entreprises privées, où le commandant était le PDG de l'entreprise, si j'ose dire. Il produisait des biens et des services, et puis à travers la production d'esclaves. Voilà, c'est en fait ça qui a alimenté l'expansion continue et ce besoin d'expansion qui était vital pour l'Empire, parce que dès le moment où il arrêtait de s'étendre, il produisait plus suffisamment d'esclaves, et comme son économie reposait là-dessus, voilà. Donc l'exploitation de la force de travail a évolué, passé des esclaves aux salariés. Il y a eu aussi la période du mercantilisme, comme on appelle, sans rentrer dans le détail. En gros, c'est l'exploitation des matières premières, transformer une matière première, la ferraille, le bois, etc., pour produire quelque chose d'utile qui est ensuite échangé. Ça aussi, c'est un mode de production de richesse qui a dominé. Et aujourd'hui, ce qui produit le plus de richesse, donc c'est toujours l'exploitation d'une ressource, c'est plus l'exploitation de la terre, c'est plus l'exploitation des salariés, de la force de travail, ni celle des ressources, même si tout ça produit encore de la richesse. Aujourd'hui, le mode de production de richesse dominant, c'est l'exploitation du capital financier. En d'autres termes, faire travailler de l'argent, c'est ça qui produit aujourd'hui le plus d'argent. C'est pour ça que quand on est riche, on le devient de plus en plus. C'est en gros faire travailler de l'argent, ça veut dire investir dans des actions, ça veut dire faire travailler de l'argent, c'est aussi la dette, la dette qui permet aux entreprises ensuite d'investir, etc. Mais ça produit de la richesse. Après, on peut débattre sur la véritable valeur de cette richesse. Est-ce qu'elle est réelle, concrète, etc. Mais financièrement parlant, la croissance économique mondiale aujourd'hui est dominée par l'exploitation du capital financier. Donc, faire travailler de l'argent, c'est ce qui produit le plus d'argent. Or, et ce qui est important de comprendre, l'exploitation du capital financier n'est pas à la portée de tous. Nous, population en général, on n'exploite pas
notre capital financier. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous-mêmes prêter de l'argent, on ne va pas nous-mêmes investir dans des entreprises. Nous, on épargne ou on cotise à travers nos cotisations obligatoires, cotisations sociales. Et tout cet argent, l'argent de notre épargne, l'argent des cotisations, est exploité par d'autres, par des banques, par des institutions financières, des fonds de pension, qui exploitent notre argent et l'orientent à destination du marché financier international qui est composé des 500, 1000 plus grosses entreprises multinationales du monde. Et donc, finalement, les plus grosses multinationales du monde monopolisent l'utilisation de l'argent du monde entier qui est orienté vers la croissance de ces marchés, qui est une croissance de plus en plus spéculative et donc une croissance de plus en plus déconnectée aussi de la réalité de l'économie réelle, productive. Donc ça, c'est vraiment un constat de base pour dire que aujourd'hui, ce qui crée le plus de richesse, c'est l'exploitation du capital financier, mais la plupart des citoyens, des citoyennes, de la population n'exploitent pas ce capital financier qui est exploité par d'autres. Souvent, on dit on est dans un système capitaliste, on est dans un système capitaliste financier, mais on dit pas nous les capitalistes, on dit eux les capitalistes. Parce que finalement, c'est un système capitaliste, mais où une poignée finalement de capitalistes exploitent l'argent du monde entier pour en tirer profit au détriment de la population et de l'économie locale, parce que justement, les inégalités se creusent constamment. Je ne connais pas les chiffres réactualisés, mais depuis la crise du Covid, ça doit être encore plus dingue, quoi. En 2017, on disait déjà que les 26 personnes les plus riches possédaient plus de la moitié des richesses du monde. Quand on sait que durant la crise du Covid, justement, on voit sur les marchés qui ont eu une croissance complètement démesurée, complètement folle, notamment aussi à cause de la création monétaire, mais ça on en reviendra après, qui a profité donc à une élite financière qui se réduit de plus en plus finalement, et donc les inégalités se creusent de plus en plus. La richesse, c'est du pouvoir. L'argent, c'est du pouvoir. Être dans un système qui permet l'accroissement des richesses à un tel niveau, c'est un déni total de démocratie, étant donné qu'on permet à cette oligarchie d'accroître de façon démesurée son pouvoir d'influence, pouvoir qui se traduit de diverses manières. Et on comprend qu'il y ait autant de complotisme. Après, il y a peut-être beaucoup de fantasmes aussi qui émergent dans ces idées, mais des manipulations de marché, c'est quotidien. Quand tu travailles dans la bourse, dans le trading, etc., tu le sais, tous les financiers le savent. Les manipulations de marché par les grosses institutions, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Ils ont des leviers énormes pour pouvoir faire chuter les cours, pour pouvoir aller dans leur sens. Voilà, l'argent, c'est un pouvoir fou, ce qui leur laisse aussi tout le loisir, entre guillemets, de faire ce qu'ils veulent, de polluer, d'utiliser l'Afrique, des fois, pour polluer leurs rivières, leurs ruisseaux. Voilà, c'est totalement démesuré et incontrôlable parce que le pouvoir est tel que je pense que dans l'histoire de l'humanité, jamais une poignée d'individus a eu autant de pouvoir. Et le plus dingue, c'est que c'est entre guillemets dans l'ombre, et c'est pour ça que c'est à la source aussi d'énormément de fantasmes qui parfois sont totalement farfelus, mais c'est parce que ce pouvoir est réel quand même. Et ça, donc, c'est la première problématique qu'avec l'association solidaire qu'on met en évidence, c'est de un, l'accroissement de la centralisation de la croissance financière autour de ce marché qui leur attribue beaucoup trop de pouvoir, un pouvoir démesuré, mais si encore c'était que ça, c'est pas que ça. En fait, c'est si le marché financier est composé des 100, 500 multinationales les plus grosses du monde, centralise tout l'argent du monde, tous les investissements, de toute l'épargne, de tout l'argent du monde qui va à destination de ce marché, il faut bien penser que la croissance de ce marché va gonfler telle une bulle. C'est cyclique, ça se passe toujours comme ça gonfle, ça se déconnecte de plus en plus de l'économie réelle, et donc au final c'est dangereux pour l'ensemble de la stabilité du système, parce que lorsque ces bulles centralisées éclatent, alors là c'est tout le monde qui en subit les conséquences, à commencer par les petits épargnants, par les retraités qui voient dès le moment où il y a une grosse hyperinflation monétaire où l'argent ne vaut plus rien. Voilà, c'est toujours les
plus pauvres, toujours la population, toujours l'économie locale qui en bave le plus. Et ce qui est dingue, alors dans ce cas-là, dans ce système, pour conclure, c'est que pour conclure là-dessus, ce qui est dingue, c'est que les profits sont constamment privatisés. Ça veut dire que votre argent, votre épargne, vos cotisations génèrent des profits astronomiques au niveau des marchés financiers, mais ces profits, vous ne les touchez pas, presque rien, quoi. Vous les touchez pas. Et donc, ils sont privatisés, ils s'en mettent plein les poches. Mais par contre, les risques, les dangers, eux, sont toujours mutualisés, socialisés, parce que quand le système s'effondre, c'est pas que les gros financiers finalement qui perdent, c'est surtout la population, les épargnants, les retraités, l'économie locale, etc. Donc on est vraiment dans un système, on peut dire une pyramide de Ponzi institutionnalisée et légalisée, dans lesquels les profits sont toujours privatisés, vont toujours à destination des mêmes, et voilà, les risques touchent en priorité aussi toujours les mêmes, la population, l'économie locale, et ça, c'est un système qu'on souhaite changer. Avant juste de parler de la monnaie et de la création monétaire, parce que je parlais de la richesse et de comment elle est créée, en disant que c'est toujours l'exploitation d'une ressource. Donc aujourd'hui, c'est l'exploitation du capital financier qui en produit le plus. Mais demain, et ça commence déjà, la ressource qui produira le plus de richesse au monde sera certainement l'exploitation des données, l'exploitation de l'information, l'exploitation de la connaissance. C'est en ça qu'on parle d'économie de la connaissance, c'est-à-dire qu'on entend de plus en plus parler de ça, c'est l'exploitation des données, de l'information qui produira le plus de richesse au monde. Et là aussi, c'est important quand même de mettre le doigt dessus, l'exploitation des données est encore plus centralisée que ne l'est l'exploitation du capital financier, parce que finalement, il n'y a que les gros géants du numérique, GAFAM, etc., qui sont en mesure aujourd'hui d'exploiter vos données, nos données. Encore une fois, on exploite toujours, comme on exploite votre capital, votre argent, là, cette fois, c'est vos données qu'on exploite, mais c'est encore plus réduit, quoi, et encore plus centralisé. Donc là aussi, il y a un enjeu de présent, mais d'avenir qui va falloir pointer du doigt. Comment se réapproprier non seulement l'exploitation de notre capital financier, ça c'est ce qu'on propose aussi avec Solidark, mais on donne aussi des clés et des solutions pour se réapproprier l'exploitation de nos données, pour pouvoir en devenir pleinement propriétaire et choisir si on a envie de les vendre, de les exploiter ou non. Voilà. Et ça, c'est une menace aussi pour l'avenir qui concerne un accroissement encore plus grand de la centralisation de la production de richesse. Donc du pouvoir dans les mains toujours des mêmes. Ça, c'était pour le premier constat sur la production de richesse en tant que telle, et pour conclure, qui nous démontre à quel point c'est antidémocratique. Un grand merci Vadim Dequet, donc du projet Solidark, pour cette introduction très très complète. Je crois que là les gens ont bien compris la vue d'ensemble. Ce qui mène à deux questions pour toi. Déjà, peut-être tu pourrais expliquer dans ton parcours personnel qu'est-ce qui t'a permis d'accéder à ces connaissances et puis de comprendre ces mécanismes, parce que c'est des choses qu'on n'apprend malheureusement pas à l'école. Et puis justement de donner peut-être des pistes aux citoyens que tu as peut-être rendu curieux avec ces explications, pour que eux-mêmes prennent conscience des mécanismes. Est-ce qu'il y a des documentaires qu'on peut regarder? Est-ce qu'il y a des lectures que tu pourrais proposer? Peut-être des auteurs, des économistes qui ont mis le doigt sur ces mécanismes qui sont un peu dangereux. Qu'est-ce que tu proposerais aux gens? Et puis dans ton parcours personnel, qu'est-ce qui t'a permis à toi justement de prendre conscience de ces mécanismes? Je suis toujours nul pour citer comme ça peut-être des lectures. Tu me demandes mon film préféré. Oui, j'ai toujours de la peine avec ça. Il y a beaucoup alors, si vous aimez pas lire, il y a évidemment sur YouTube, il y a énormément de conférenciers, d'économistes, de banquiers qui parlent de la création monétaire, ou de la production de richesse, des traders aussi, beaucoup de traders, parce que alors moi, dans mon parcours personnellement, c'est un peu ça qui m'a amené à comprendre le système, parce que depuis maintenant quelques années, je suis analyste financier, trader indépendant. Donc c'est paradoxal, parce que d'un côté, je dénonce cette centralisation, mais
pas pour dire que c'est mauvais en soi, l'investissement, le trading, etc. En fait, il faut comprendre qu'il y a une différence entre la haute spéculation qui traite d'options, c'est technique, mais des contrats à terme avec des effets de levier et des marges qui nous permet de nous exposer beaucoup plus grandement que le capital qu'on détient véritablement. Voilà, il y a plein de mécanismes pervers, mais fondamentalement, l'investissement, c'est quelque chose de sain parce que l'investissement permet aussi de favoriser la production. C'est d'ailleurs pour ça, avec Solidar, qu'on veut relocaliser l'investissement pour favoriser la relocalisation de la production. On pense que ça passe par là. Alors bon, pour le parcours personnel, j'ai étudié les sciences. À la base, je suis cuisinier de métier. Je suis rentré à l'université en passant un examen d'entrée. Et là, en sciences politiques, en sciences sociales et politiques, j'ai été passionné par les sujets de démocratie, philosophie politique, même, oui, ça va de tout, quoi, du royalisme à l'anarchisme, au fédéralisme. Vraiment, c'est des sujets qui m'ont vraiment passionné et construit. Et ensuite l'économie que j'ai mis en pratique à travers le trading. Il existe une éthique aussi en trading, c'est sûr. Ça dépend de chaque personne, mais ça c'est aussi des sujets qui doivent être développés. Évidemment, est-ce qu'on va investir dans le marché de l'armement même lorsqu'il y a une guerre parce qu'on sait que ce marché va prendre de la valeur? Alors est-ce qu'on est prêt à mettre nos valeurs, notre morale de côté pour satisfaire nos intérêts financiers? Ça c'est des questions qui sont personnelles et intimes. Moi, j'ai mes réponses et ma façon de faire. J'essaye au maximum de ne pas rentrer en contradiction avec mes valeurs, et c'est très faisable en réalité. En fait, justement, et on en reviendra après quand j'expliquerai Solidark, l'objectif c'est pas de détruire l'économie de marché financière, etc. L'objectif, c'est de rendre accessible à tous l'exploitation du capital financier pour qu'on puisse tous exploiter par nous-mêmes notre propre capital financier collectivement, et surtout pour que ça ne soit plus uniquement le marché financier international composé des plus grosses multinationales du monde qui puisse monopoliser et s'accaparer l'argent du monde entier, mais pour que l'économie locale puisse elle aussi profiter de l'investissement, avoir accès à l'investissement beaucoup plus facilement, puisse exploiter aussi par elle-même son capital financier pour en fait éviter cette fuite de capitaux qu'on voit s'accélérer depuis des années, où en fait l'argent du monde entier va à destination d'un marché financier international totalement déconnecté de la réalité, mais pour justement relocaliser cet investissement à l'échelle locale. Donc, des lectures précises, des personnes... Non, mais c'est assez documenté. C'est pas un système qui est... c'est complexe parce que technique, mais c'est pas obscurant, c'est pas obscur. C'est le système qui aujourd'hui régit le monde, la finance. Donc c'est extrêmement documenté. Si vous voulez aller sur YouTube, il y a des très bonnes conférences et des très bonnes lectures aussi sur le net. Justement, pour aller plus dans l'aspect monétaire, alors en essayant de pas être trop non plus technique et de pas me répéter non plus, être le plus pédagogique possible. On peut dire que, alors, la monnaie, ça c'est vraiment le truc le plus important du monde. À mon avis, même ce système, c'est à l'origine c'est l'origine même du pouvoir. On dit, la monnaie et l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est pas pour rien que les rois et les empereurs de tout temps ont imprimé leur visage sur les pièces de monnaie. À chaque fois qu'un empire en domine un autre, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il fait battre sa propre monnaie. Il supprime les autres monnaies et il impose sa propre monnaie. Je crois que c'est une des premières choses aussi qu'a fait Napoléon quand il a pris le pouvoir, c'est de créer la Banque de France. Ils ont rechangé aussi un peu le système monétaire. Ça, voilà. Ça s'est toujours fait. Je crois même les Américains, après le débarquement, en fait, avaient déjà imprimé pour la France des dollars français qui avaient été ensuite mis hors service. Ouais. Ouais, et puis même aujourd'hui, une grande partie de l'Afrique francophone voit ces francs CFA imprimés par la France. Donc, ouais, vraiment la création monétaire et la monnaie en général, c'est la monnaie. Je dirais que c'est l'expression matérielle du pouvoir.
C'est simple à comprendre. Si le pouvoir, c'est une capacité de contrainte et d'influence, il n'y a rien qui contraint plus et qui influence plus que de la monnaie, finalement. Si votre boulanger, il vous donne du pain quand vous allez le voir, c'est parce que vous lui donnez de la monnaie. C'est ça qui le contraint à vous livrer son pain. Donc, voilà, c'est vraiment important de comprendre déjà ça, que c'est vraiment une source de pouvoir énorme, la monnaie, la création monétaire. Maintenant, qui crée la monnaie? Alors, officiellement, formellement, dans nos constitutions, c'est une prérogative régalienne, c'est-à-dire que c'est l'État qui a le pouvoir de battre monnaie. Maintenant, on sait que dans les faits, c'est pas du tout le cas, puisque, alors, déjà, premièrement, les banques centrales, que ce soit la BNS, que ce soit les banques centrales des pays européens ou la Réserve fédérale américaine, sont des banques privées en majorité. C'est pas des banques étatiques. Alors l'État a évidemment un contrôle, nomme aussi les équipes de direction, etc. Mais ce sont des banques privées. La deuxième chose, c'est que ces banques, donc les banques centrales, qui devraient être les seules à avoir le monopole de création monétaire, ne sont en réalité pas les seuls à créer de la monnaie, puisque l'ensemble des banques commerciales, Bisa, tu l'as dit en introduction, créent elles-mêmes de la monnaie à travers justement l'émission de crédit. En fait, là, il faut comprendre que la majeure partie de la monnaie en circulation, ce sont pas des pièces et des billets, c'est de la monnaie scripturale. Donc, en fait, on est déjà pleinement dans la monnaie numérique depuis longtemps. Ce sont des chiffres sur des ordinateurs et c'est ensuite un jeu de bilan entre banques et de crédit qui vient réguler tout ça. Mais donc, la monnaie est créée à travers l'émission de crédit. À la base, enfin, pendant longtemps, on parlait d'étalons or, c'est-à-dire que la monnaie était valorisée par une valeur réelle, une ressource, qui était l'or. C'est-à-dire que les banques avaient de l'or en réserve dans leur coffre pour chaque billet en circulation. Ça veut dire que s'il y avait, je dis un exemple au bol, mais s'il y avait 100 000 billets en circulation et qui avait 100 000 kilos d'or dans les coffres, ça veut dire qu'un billet valait 1 kilo d'or. Voilà, c'était convertible en or. Ça a été abandonné progressivement, d'abord avec les accords de Bretton Woods et ensuite, plus tard, ça a été ensuite abandonné définitivement. Et aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'une monnaie, c'est principalement l'utilisation et l'acceptation de cette monnaie. On va dire que la monnaie aujourd'hui qui est fiduciaire, ça vient du terme, c'est un terme qui signifie la confiance. Donc c'est la confiance et l'utilisation et l'acceptation qui créent la valeur des monnaies. En d'autres termes, on peut parler d'offre et de demande. Pour donner un exemple, c'est très très parlant aujourd'hui. Le dollar, qui est la monnaie dominante dans le monde, la monnaie impériale, c'est la monnaie impériale américaine sur le monde, qui est la monnaie de réserve mondiale. Hein. Le monde entier utilise du dollar, la plupart des pays défavorisés. Par exemple, en Bolivie, lorsqu'un Bolivien reçoit son salaire en bolivianos, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va aller changer contre du dollar, parce que il a plus confiance dans la stabilité du dollar que dans la stabilité de sa propre monnaie. Le dollar est imposé et utilisé lors des transactions commerciales sur la quasi-totalité des matières premières et notamment et surtout concernant le gaz et le pétrole. On le sait, l'ensemble du pétrole du monde entier, quasi, est vendu en dollars. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que plus il y a de pétrole qui est vendu en dollars, plus le prix du pétrole monte. Alors, plus la demande de dollars augmente de l'autre côté, et donc ce qui contribue à valoriser le dollar. Là, on le voit très concrètement, le pétrole a atteint des sommets, on le voit à la pompe, puis le début de la guerre en Ukraine et surtout depuis l'imposition des sanctions occidentales contre la Russie, le prix du pétrole a explosé et parallèlement, le dollar est aujourd'hui à un sommet historique depuis 20 ans. Il est tout en haut et il se maintient très bien. Et c'est très paradoxal parce que
durant la crise du Covid pour justement sauver les marchés financiers, parce que c'était l'objectif principal de toutes les banques. Les banques et banques centrales principalement ont injecté des milliards et des milliards de dollars dans les marchés financiers. Je crois que 40% de la masse monétaire en dollars a été imprimée en 2 ans. Cette masse monétaire a été majoritairement injectée dans les marchés financiers pour les faire gonfler. C'est pour ça qu'ils sont à 2 doigts de l'implosion. Donc, normalement, en théorie, lorsque ces dollars devaient ressortir des marchés, on aurait dû connaître une inflation monétaire, c'est-à-dire une dévaluation du dollar, vu que quand tu imprimes beaucoup trop de monnaie qui ne circule pas assez, qui n'est pas assez utilisée, la monnaie perd de sa valeur. Donc, théoriquement, il y avait fort à parier que, au début de cette année, le dollar perdrait de sa valeur. Or, c'est malheureux, mais c'est malheureusement bien tombé pour les États-Unis. La guerre en Ukraine et l'invasion de la Russie, de la Russie en Ukraine a largement profité aux États-Unis qui ont pu, grâce au fait que l'ensemble du pétrole mondial est vendu en dollars, ont pu éviter, pour l'instant, jusqu'à quand je ne sais pas, mais ont pu éviter en tout cas une inflation monétaire et justement au contraire imposer leur monnaie comme la monnaie de réserve universelle qui se porte très bien aujourd'hui. Merci beaucoup Vadim. On va peut-être faire une petite pause musicale pour digérer un peu tout ça avec les auditeurs. Et puis on se retrouve tout de suite après cette petite pause pour la suite de notre débat. Merci. Vous écoutez Radio Libre. Voilà, vous êtes sur le live de Radio Libre ce matin, samedi 28 mai, en compagnie de Vincent à la régie, ce nouveau climatiseur Valais à 98,7% moins cher, Charlie exceptionnellement dans le canton de Vaud, et de Vadim Dequet, notre invité entrepreneur qui a fait plein de choses dans sa vie et qui a surtout compris le modèle économique dans lequel on se trouve et la manière de le redémocratiser. Et il a un projet qui s'appelle Solidark, dont le but est de relocaliser les investissements et puis d'utiliser ce capital qu'on a non pas pour le donner à des multinationales financières qui vont ensuite nous faire payer des intérêts sur notre propre argent et créer des dettes pour nous sur mesure, mais au contraire de relocaliser ces investissements et redynamiser l'économie locale. Alors peut-être est-ce que tu peux nous expliquer, Vadim, est-ce qu'il suffit justement pour relocaliser l'économie de ne plus aller dans les chaînes de restaurants américaines, mais plutôt de retourner au bistrot du coin, ou est-ce qu'il y a plus à faire ? Oui, évidemment, il y a toujours des actions individuelles qu'on peut mener pour aller dans le sens de nos valeurs, si celles-ci sont justement au niveau du développement de l'économie locale. Alors oui, il tient qu'à nous d'aller consommer localement et de privilégier évidemment les entreprises locales plutôt que peut-être les grandes multinationales, mais c'est un changement fondamentalement qui doit être plus structurel, plus systémique, on va dire. On peut pas toujours mettre la responsabilité sur les individus. C'est parfois le système qui doit quand même être changé. Et alors nous, on a une solution pour ça, donc avec le projet Solidark concrète, qui permet justement de favoriser le développement de l'économie locale. On parle de décentralisation de la croissance économique, parce que comme je l'ai dit dans la première partie, donc aujourd'hui la croissance économique mondiale est centralisée autour du marché financier, et donc il faut la décentraliser pour favoriser la croissance de l'économie locale. Donc, on parle absolument pas de décroissance. Il faut bien comprendre que si après, voilà, c'est un débat, mais si on veut rembourser un jour nos dettes, si on veut aussi aller dans une innovation positive, tant au niveau de l'écologie qu'au niveau de plein de domaines, on est obligé de viser une certaine forme de croissance. Maintenant, il y a une croissance qui aujourd'hui est malsaine et perverse, c'est cette croissance centralisée autour du marché
financiers et c'est pour ça qu'il est important de la décentraliser. Pour ce faire, alors, on propose une solution qui est alors ça c'est vraiment la solution phare, on va dire, qu'on propose, c'est de créer une plateforme informatique, numérique, qui permettra déjà à chaque citoyen, citoyenne, à la population de pouvoir regrouper des fonds et des capitaux collectivement ensemble afin de créer leur propre banque démocratique, des banques locales et démocratiques. Par local, j'entends des banques régionales ou alors sectorielles, et par démocratique, j'entends des banques dans lesquelles chaque épargnante aura un droit d'élection sur le comité directeur de ces banques, un droit de vote aussi pour éventuellement des référendums concernant les décisions de la banque, des initiatives, donc des propositions d'orientation d'investissement, parce que finalement, on partait du principe que ça valait peut-être plus la peine d'élire nos banquiers plutôt que d'élire les politiciens qui sont à leur solde. C'est pas Emmanuel Macron qui irait me contredire, étant donné que durant son débat avec Marine Le Pen, il lui a d'ailleurs reproché d'être à la solde de son banquier russe. Donc lui est très bien placé pour comprendre que quand on est un homme politique, on est à la solde de notre banquier. Donc Macron qui est passé par la case banquier d'ailleurs lui-même. D'ailleurs, oui, c'est pour ça que je dis il est très bien placé pour le savoir. D'ailleurs, qui est devenu millionnaire grâce à un deal entre Pfizer et Nestlé il y a quelques années. Donc... Enfin, millionnaire, ça, officiellement, il me semble que c'est plus difficile à détecter, ouais. Mais donc lui, il est très, très bien placé pour le savoir. C'est pour ça qu'il a reproché à Marine Le Pen d'être dépendante de son banquier russe. Donc, déjà, de par ce constat, donc si les politiciens sont dépendants et soumis à leur banquier, ça serait plus intéressant de pouvoir élire nos banquiers. Voilà. Maintenant, l'avocat du diable te dira, il y a déjà la Raiffeisen, qui a des assemblées, on peut être coopérant, et puis aux assemblées générales, on peut voter aussi. Qu'est-ce qui va faire la différence entre votre projet et la Raiffeisen, par exemple, pour ne pas la citer? Bon, alors déjà, c'est vrai que la Raiffeisen avait cette promesse, puis même c'est aussi des banques locales, parce que chaque Raiffeisen est plus ou moins autonome, voilà, en guillemets. Mais alors, ce qui fait la grosse différence, nous, on veut pousser le processus démocratique le plus loin possible, vraiment, avec un véritable contrôle et une véritable élection. Mais ce qui fait vraiment la grosse différence, et c'est ça vraiment la fonctionnalité phare du projet Solidark, c'est que chacune de ces banques locales aura la possibilité de créer des monnaies locales qui seront des monnaies souveraines et indépendantes, c'est-à-dire que c'est pas comme les monnaies locales actuelles où un léman vaut 1 franc, une grue vaut 1 franc. Donc les monnaies locales traditionnelles actuelles sont pas indépendantes, elles sont indexées sur le franc, donc on sort pas de ce système de la monnaie dette. Nous, on propose que chaque banque locale puisse créer des monnaies locales numériques qui seront adossées, étalonnées sur un ensemble de ressources et d'actions d'entreprises locales. Il faut imaginer que toutes les entreprises locales d'une région puissent émettre des titres, des actions de leur entreprise, mais sous forme numérique. Dans le jargon des crypto-monnaies, on parle de token, de tokenisation. Ça commence déjà à se faire de plus en plus. J'ai vu dernièrement qu'il y a une entreprise locale genevoise qui s'appelle Magic Tomato qui vient de tokeniser ses parts sociales, ses titres, donc de numériser ces titres afin justement de rendre plus accessible même aux consommateurs ou à leurs fournisseurs la possibilité de pouvoir investir dans cette entreprise. Donc, il faut imaginer que chaque entreprise locale numérise ses actions d'entreprise, en mette une partie dans un panier commun, une réserve sécurisée par la banque locale, et cette réserve vient valoriser les monnaies locales que chacune de ces banques pourra créer. Concrètement, est-ce que vous allez fournir, par exemple, s'il y a la boulangerie de Vuadens qui, à Vuadens, souhaite commencer le projet, c'est la seule entreprise, est-ce que vous allez soutenir la boulangerie, lui donner des outils pour apprendre à le faire? Parce que quand même, on parle d'un métier de la blockchain, des choses numériques qui ne sont pas à la portée de chaque entreprise locale, qui n'a peut-être pas les compétences techniques pour mettre ça en place. Comment vous allez accompagner les groupes locaux, ou est-ce que vous avez déjà un projet pilote que vous avez déjà prévu d'implémenter?
Oui, alors l'objectif justement, c'est évidemment, on va pas faire de chaque entreprise locale des mini-banques d'investissement, chacun son métier. Donc oui, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises locales pour faciliter la numérisation de leurs titres et de leurs actions et de leurs actifs. Ça peut se faire en plusieurs étapes. Alors déjà, il y a déjà des banques spécialisées dans le domaine qui le font. Je pense à la banque Montpellerin, qui existe en Suisse, il me semble, vers Neuchâtel, qui tokenise justement les PME, donc qui fait ce travail pour eux de numériser leurs actifs. Alors on peut imaginer éventuellement viser un partenariat, une collaboration avec ce genre d'entreprise ou de banque qui propose déjà ces services, et à terme pouvoir aussi également le faire nous-mêmes. Donc Solidark puisse le faire, accompagner les entreprises locales pour numériser leurs titres. Alors quel est l'avantage de numériser leurs actions et leurs actifs, leur part sociale? C'est justement de rendre plus liquide, de faciliter l'accès à l'investissement. Comme ça, les consommateurs, la population locale pourra devenir actionnaire de l'ensemble des entreprises locales qu'ils désirent soutenir, soit en achetant directement les actions, donc les tokens, les actions numérisées de ces entreprises, soit en achetant et en épargnant dans cette monnaie locale créée donc par la Banque locale et démocratique, car chacune de ces monnaies locales sera comme une sorte d'indice économique local qui représente l'ensemble des actions d'entreprises locales de sa région. Et pour comprendre concrètement l'effet, encore une fois, plus une monnaie est utilisée, plus on épargne dans cette monnaie, plus elle est demandée, plus elle prend de la valeur. Et donc, plus la monnaie locale prendra de la valeur, plus l'ensemble des actions d'entreprises locales en prendront également. C'est-à-dire que l'utilisation quotidienne que les consommateurs feront dans une monnaie locale, quand ils utiliseront cette monnaie locale, contribuera directement à revaloriser les entreprises locales qui ont contribué qui ont mis leurs actions dans ce panier de réserve. Et inversement, lorsque l'économie locale sera en croissance, lorsqu'elle se développera, lorsque des entreprises locales connaîtront du succès, leurs actions vont prendre de la valeur, ce qui contribuera à valoriser la monnaie, donc la monnaie locale, et ce qui augmentera ainsi le pouvoir d'achat local des citoyens, ce qui permettra aussi ensuite à la banque locale de pouvoir créer plus de monnaie qu'elle redistribuera à l'ensemble de la population locale sous forme donc de dividendes. Parce que lorsque maintenant quelqu'un possédera de la monnaie locale de sa région, c'est comme si en fait il possédait une fraction de l'ensemble des actions de toutes les entreprises locales de sa région. Quand on possède des actions, on touche des dividendes et ces dividendes seront donc perçus en monnaie locale. Donc c'est un système un peu win-win qui permet justement aux entreprises, d'être valorisées à travers l'exploitation de leur capital en ayant un accès simplifié, facilité à l'investissement d'une part, et de l'autre aux citoyens, citoyennes qui pourront directement profiter de la valorisation de ces monnaies, toucher des dividendes, avoir une plus grosse implication aussi dans le développement de leur économie locale. Ça me rappelle un modèle qui avait été élaboré, testé en Autriche dans les années 30 du siècle passé, à Wörgl, dans la commune de Wörgl, qui avait introduit une monnaie locale justement parce que il y avait une crise économique assez terrible, et ils avaient créé cette monnaie locale pour redynamiser l'économie locale, et du coup il y avait une sorte de solidarité locale qui s'était créée autour de cette monnaie, et les gens l'avaient beaucoup utilisée. C'était un modèle qui avait intéressé d'autres régions, et ça a tellement eu de succès que cette monnaie a été interdite au final, que le maire de Wörgl qui avait créé cette monnaie avait été interdit de séjour en Suisse pour pas que ces idées se développent, se démocratisent. À l'époque, ils avaient utilisé un système de monnaie fondante, c'est-à-dire qu'elle perdait 1% de sa valeur, je pense, chaque mois, pour inciter justement les gens à réutiliser, donc à pas thésauriser, à pas garder chez eux trop d'argent, mais à faire circuler l'argent, parce que c'est aussi ça qui dynamise l'économie locale. Est-ce que votre modèle va dans ce sens-là? Et puis après aussi peut-être parler de la différence aussi avec le modèle. Il y a une monnaie locale, enfin une monnaie suisse qui est utilisée principalement entre entrepreneurs, qui s'appelle la monnaie VIR. Quelles sont les différences entre ces différents modèles? Et puis ce que vous proposez, est-ce que c'est seulement l'aspect digital?
Est-ce qu'il y a d'autres aspects un peu plus innovants que les autres n'ont pas? Comment est-ce que vous vous situez dans cette palette d'offres et puis de systèmes? Alors bon, l'aspect fondamentalement innovant quand même de notre projet, c'est ce que je viens d'expliquer avant, c'est que chaque monnaie, sa valeur repose sur des valeurs réelles qui peuvent être à la fois des ressources ou des actions d'entreprise locales. Ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Une monnaie qui est un indice économique local représentant la réalité économique d'une région ou d'un secteur d'activité. Une monnaie qui permet de redynamiser, de relocaliser l'investissement comme ça n'existe pas. Le VIR, c'est l'ensemble donc des entreprises qui font partie du réseau, mais c'est pas local. C'est, on va dire, une monnaie d'entreprise qui facilite. Je connais pas extrêmement bien le système. Je sais pas s'il prend de la valeur, le VIR aussi, s'il a un côté spéculatif ou non, s'il est fondant. Pour être honnête, je connais pas extrêmement bien ce système-là, mais il me semble que c'est pas une monnaie et enfin oui, c'est utilisé pour les échanges inter-entreprises, mais est-ce que les consommateurs directement utilisent le VIR ou est-ce que c'est que entre les entreprises elles-mêmes? Ça déjà, je crois que c'est un point qui est différent. Là, nous, c'est justement un accroissement de la proximité entre les consommateurs d'une part, les entreprises, les fournisseurs, tout ça au sein du niveau local. Maintenant, pour parler de cette monnaie autrichienne, qui était une monnaie fondante, comme tu l'as dit, oui, c'est très intéressant. Le concept de monnaie fondante, donc, comme tu l'as expliqué, c'est qu'elle perd de la valeur plus on l'épargne. On a pensé, alors, nos monnaies locales qui seront créées par les banques locales sur notre écosystème ne seront pas en soi des monnaies fondantes. Par contre, le système qu'on propose doit mettre en place des garde-fous pour éviter que des puissances étrangères ou de nouveau des oligarques, etc., puissent s'approprier quelque part l'économie d'une région. Parce que si maintenant, je sais pas, un milliardaire chinois ou américain décide d'acheter le 10% de la masse monétaire de la monnaie locale gruyérienne, par exemple, il aurait un gros pouvoir d'influence sur à la fois le cours de cette monnaie, mais également sur les entreprises, bien que les entreprises gardent leur autonomie, hein, parce que c'est comme pour les actions, tu gardes le 51% et même il y a dans les contrats des clauses qui te permettent de garder le contrôle de ton entreprise. Ce qui est aussi un des objectifs de tout entrepreneur quand même, c'est d'avoir un minimum de contrôle sur son entreprise, mais pour éviter justement que des puissances ou des riches étrangers puissent posséder un trop gros pouvoir d'influence sur le développement économique d'une région, on a pensé justement à instaurer ce système de monnaie fondante uniquement pour les investissements étrangers. C'est-à-dire que lorsqu'un gruyérien épargnera dans la monnaie locale gruyérienne, lui, elle sera pas fondante. Elle prendra de la valeur en fonction de la croissance de l'économie gruyérienne. Mais si un Chinois ou un riche américain décide d'investir dans la gruyère, parce qu'en fait, c'est une manière d'investir directement dans le développement d'une région, et puis ça peut être bénéfique. Hein. Un étranger qui arrive en gruyère, qui voit que le potentiel de cette région magnifique, qui se dit j'ai bien envie d'investir dans la région. Aujourd'hui, investir dans la région, c'est compliqué. Ça voudrait dire investir dans plein d'entreprises, donc faire cette recherche, etc. En plus de ça, c'est pas toujours facilité justement cet accès à l'investissement. Là, pour investir dans une région, il suffira d'acheter la monnaie locale. Ça contribuera à revaloriser la région, mais pour cet étranger, il y aura un système de monnaie fondante où effectivement, elle se dépréciera progressivement, annuellement, pour justement éviter qu'il puisse la posséder et l'accumuler de façon démesurée. Merci beaucoup. Oui, je me disais, en tant que consommateur, maintenant, quand votre système sera en place, comment est-ce que j'aurai une application sur mon téléphone qui me permettra de faire des échanges avec les commerçants locaux? Comment ça se passera? Est-ce que je pourrai aller dans d'autres cantons, dans d'autres régions? Est-ce que ça sera compatible? Comment ça se passera en fait? La première étape, donc on va dire première application qu'on vise à développer, sera donc un portefeuille électronique, premièrement, qui permet de sécuriser, d'épargner dans ces différentes crypto-monnaies locales, mais qui acceptera également
les monnaies de banque centrale qui sont actuellement en développement. Ça, c'est pour favoriser aussi la confiance et démocratiser l'utilisation des crypto-monnaies. Il faut savoir que la BNS travaille dessus, la BCE travaille dessus. Ils sont en train actuellement de développer des crypto-monnaies de banque centrale, donc un franc numérique, etc. Donc, cette application qui sera un portefeuille électronique nous permettra, de sécuriser nos différentes crypto-monnaies, monnaies locales ou non, permettra de pouvoir effectuer des paiements, des transactions, passer des commandes, des réservations, d'avoir aussi de manière référencée toutes nos données, toutes nos quittances, etc., de manière totalement décentralisée. Donc justement, on en revient à ce que je disais avant, donner la possibilité à chaque utilisateur d'être pleinement propriétaire de ces données, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun organe central qui pourra s'approprier les données des utilisateurs, parce que ça, c'est aussi un enjeu d'avenir avec les banques numériques et avec les monnaies numériques de banque centrale telles qu'elles vont arriver. Il y a fort à parier qu'il y aura un plus gros contrôle sur les données. Et je rappelle qu'une des propriétés de la monnaie traditionnelle, que ça soit l'or, le blé, etc., c'était aussi d'être anonyme. L'or est anonyme. Tu peux le fondre et on ne sait pas du tout à qui il appartenait. Et ça, c'est une notion qui est quand même importante à préserver. Ça dépend dans quel modèle on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans un modèle chinois dans lequel on est ultra contrôlé et on sait à 100% qu'est-ce que tu as dépensé, pourquoi, etc. Alors oui, il y a peut-être des côtés positifs comme le marché noir. Ça évitera de pouvoir faire du black, comme on dit, c'est-à-dire que voilà, tout sera beaucoup plus déclaré de manière officielle. On pourra plus acheter de drogue ou je sais pas quoi sans que ça se sache. Mais de l'autre côté, on perd une liberté quand même fondamentale. Je veux dire, si aujourd'hui même, théoriquement, on n'a pas le droit d'espionner tous les citoyens sans soupçon, d'écouter leurs appels téléphoniques, alors même si on sait, il y a eu des rapports quand même que ça se fait, mais c'est pas légal sans soupçon, sans enquête, d'espionner, de mettre sur écoute tous les citoyens, mais c'est pareil pour l'utilisation de nos monnaies, on en fait ce qu'on veut, évidemment dans les limites de la légalité, et ça nous regarde que nous. En fait, c'est quelque chose qui doit être préservé, et c'est pour ça que c'est un enjeu aussi qui doit quand même être porté, parce que j'entends beaucoup de personnes dire je suis contre les crypto-monnaies ou la monnaie numérique, c'est que du vent, c'est pas réel, c'est virtuel. Bon, oui, enfin c'est virtuel. La monnaie actuelle l'est aussi. Elle est en majeure partie de la monnaie scripturale, donc quand vous utilisez votre carte de crédit, votre carte de banque, c'est de la monnaie virtuelle. Et en plus de ça, mais ok, alors si on reparle du billet, mais c'est un bout de papier. C'est pas, on est attaché à un bout de papier sans valeur intrinsèque. Donc même le bout de papier et le billet, même la pièce, c'est virtuel en fin de compte. À la limite qu'à l'époque, on se soit révolté qu'on nous enlève nos pièces d'or. Ça, je peux comprendre. Il y avait quelque chose de tangible, de réel. Mais bon, ça s'est fait de manière progressive, vu qu'il y a eu les talons or entre-temps. Mais aujourd'hui, être attaché à un bout de billet qui est déjà virtuel en soi, ça a pas grand sens. Donc, en réalité, militer ou se battre aujourd'hui contre la numérisation du cash, c'est une cause perdue. Mais en plus d'être une cause perdue, parce que ça va de toute façon arriver, ils planchent là-dessus, ils travaillent là-dessus, c'est contre-productif parce que ça veut dire que ça leur donne la possibilité de nous imposer à peu près ce qu'ils veulent. Tandis que si on s'approprie cet enjeu, on se dit, bon, on est à une époque cruciale, à la croisée des chemins, où aujourd'hui, la monnaie va évoluer, ça va aller dans un sens ou dans un autre. On a la possibilité de mettre cet enjeu dans le débat public, donc c'est pas qu'un projet économique, d'application, etc. C'est aussi un projet sociétal et même politique, finalement. On a l'occasion de mettre ça sur la table et de dire comment est-ce qu'on veut que la monnaie, sous quelle forme, de quelle nature on aimerait que la monnaie de demain puisse exister. Est-ce que c'est une monnaie anonyme? Est-ce que c'est une monnaie de nouveau sur la monnaie dette et puis on recommence le système de Ponzi actuel qui ne profite qu'au marché financier? Ou est-ce qu'on aimerait justement retrouver un étalon? Alors
peut-être pas l'étalon or, mais l'étalon que nous on propose, c'est-à-dire l'étalon économie locale, afin justement que la création monétaire et les échanges et la circulation monétaire puissent profiter à la population et à l'économie locale. Voilà, c'est quelque chose qu'on va devoir mettre sur la table. Et puis là, je reviens aussi à ce que tu disais, Charlie, sur cette monnaie locale qui a été autrichienne, qui a été interdite parce qu'elle marchait très bien. Alors là, cette semaine, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a décrété que les crypto-monnaies ne valaient rien, que ça reposait que sur du vide. C'est quand même comique venant d'elle, qui est la plus grosse imprimeuse d'euros de l'histoire, puisque durant ces 2-3 dernières années, je sais pas, 30% de la masse monétaire en euros a été imprimée et redirigée à destination du marché financier. Même la présidente du FMI a déclaré « Oh, on a peut-être imprimé trop de monnaie ». Ouais, comme si c'était pas prévisible, quoi. Comme si c'était pas leur métier, leur domaine de spécialité. On le savait tous. Et donc voilà, elle sait très bien que sa monnaie à elle, donc l'euro, n'a pas une plus grande valeur fondamentalement. Elle a de la valeur parce qu'on est obligé de payer nos impôts dans cette monnaie, que les commerces sont obligés de l'accepter comme moyen d'échange. Mais finalement, en soi, si c'est une monnaie fiduciaire fondée sur la confiance, c'est la confiance qui fait de la valeur. Et je vois pas pourquoi. Alors moi, je suis pas un pro Bitcoin pour diverses raisons. On pourra en revenir quand on parlera vraiment des crypto-monnaies. Mais sa valeur dépend aussi de la confiance, de l'offre et de la demande. Donc, si selon elle, la confiance n'a aucune valeur, en fait, ça veut dire ça, ce qu'elle dit. Et c'est vachement paradoxal, mais en réalité, elle sait très bien qu'elle dit des bêtises, parce que sur les réseaux, dans le domaine des crypto-monnaies, on entend beaucoup de personnes dire « Ah, mais elle n'y connaît rien, elle parle de ce qu'elle connaît pas, etc. » Faut arrêter de croire que nos dirigeants sont incompétents et ignorants. Ils savent très bien ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ils sont très compétents. C'est pas pour rien qu'ils sont à ce poste, mais c'est dans son intérêt, dans l'intérêt de la Banque centrale européenne, de dire que les crypto-monnaies en général n'ont aucune valeur, qu'il va falloir les réguler, qu'il va falloir... Bon, la régulation en soi, c'est bien, mais qu'il va falloir serrer la vis de façon à éventuellement peut-être même essayer de les interdire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de développer leurs crypto-monnaies de banque centrale. Les crypto-monnaies en général sont une concurrence directe aux banques centrales. Et de par leur nature, pour la plupart d'entre elles, décentralisées, donc sans organe central de contrôle qui décide arbitrairement d'imprimer de la monnaie, ça c'est évidemment quelque chose qui ne plaît pas au système en place, qui est un système quand même qui fonde sa vision sur un contrôle absolu, grandissant dans tous les domaines. Donc évidemment, les crypto-monnaies décentralisées ne plaisent pas aux banques centrales. Ce serait pas étonnant qu'on arrive vers une interdiction progressive et peut-être une acceptation d'un autre côté. On entend, je sais plus quel ministre russe qui a dit dernièrement, c'est qu'une question de temps avant que la Russie légalise formellement et accepte le Bitcoin comme une monnaie officielle. Voilà, ça va encore plus polariser le débat des crypto-monnaies parce que pendant longtemps, on a dit les crypto-monnaies sont énergivores, anti-écologiques, etc. Il y a du vrai là-dedans. C'est vrai que certains protocoles, comme celui du Bitcoin notamment, est très consomme énormément d'énergie. Maintenant, c'est faux de généraliser en le disant parce qu'il y a énormément d'alternatives et de nouveaux protocoles et de nouvelles crypto-monnaies qui ne consomment pas plus d'énergie que de recherche Google. On peut faire... voilà, c'est exactement la même chose. Donc, ça dépend vraiment du protocole. La technologie est en évolution. Il y a eu aussi la grande accusation. Les crypto-monnaies sont les monnaies du marché noir utilisées dans le marché de la drogue, de l'armement, etc. Oui, non, mais la monnaie la plus utilisée dans le marché noir, c'est le dollar depuis tout temps. Quand Daesh vendait au noir son pétrole, il le vendait pas en bitcoin, il le vend en dollars. N'importe quel criminel dans le monde entier fait ses affaires criminelles, c'est le dollar qu'il utilise. Est-ce qu'on fait ce reproche au dollar ? Non, bien sûr. Dès qu'il y a une monnaie qui est utilisé, qui plus est avec un niveau d'anonymat, évidemment que c'est utilisé dans des affaires un peu plus obscures, mais est-ce que c'est pour autant que ça vient discréditer totalement le fondement, que ça soit technique, l'apport
technologique et émancipateur du potentiel de ces monnaies? Non, moi je crois pas. Et bon, le fait que maintenant, d'un côté, l'Occident va réguler fortement les crypto-monnaies et de l'autre côté, les pays en opposition à l'Occident, à commencer par la Russie, peut-être pour faire un pied de nez justement à l'Occident, viennent progressivement peut-être les légaliser, ça va faire de nouveau un argument pour dire Bitcoin, c'est la monnaie des dictatures, etc. Donc ça, c'est clair, mais ça plaît pas à tout le monde. D'ailleurs, la Chine sont les premiers à avoir interdit les échanges de crypto-monnaies en Chine, parce que la Chine, c'est quand même le pays du contrôle citoyen. Hein. Et pour eux, c'est premier, hein, le crédit social, etc. Et ils ont à cœur d'avoir un contrôle absolu sur chaque transaction, etc. Et pour eux, justement, des monnaies décentralisées, anonymes et tout, ça va totalement à contresens de leur idée de contrôle absolu. Tout à fait. La Chine, on avait parlé il y a quelques semaines d'un documentaire qui s'appelle Ma femme a du crédit. Donc, c'est un journaliste français qui habite en Chine, qui est marié à une Chinoise et puis qui l'a suivi pendant une année dans son quotidien. Et puis, on voit qu'effectivement, il y a plus rien, mais quasiment plus rien qui se passe sans avoir une application, que tout est centralisé dans des centres de big data gérés par le gouvernement, et puis que le citoyen là-dedans, il est complètement scanné, il est mis à nu, et puis ses comportements se transforment en points, en crédits, si t'as pas assez de crédit, tu peux plus prendre l'avion, tu peux plus louer une voiture ou certains autres tu peux plus te déplacer. Donc ça va très très loin. Donc je recommande aux auditeurs qui l'ont pas encore vu de regarder le documentaire Ma femme a du crédit. Ça mène vers le point aussi de la disparition du cash. En Suisse, on a une initiative qui a été lancée, c'est cash-initiative.ch pour éviter que l'argent liquide ne disparaisse. Qu'est-ce que tu penses de l'utilité du cash, en sachant qu'en Angleterre, par contre, le débat a été déjà lancé et ils sont arrivés à la conclusion que pour plein de raisons, faire disparaître le cash n'est pas une bonne idée. Quel est votre point de vue du côté de Solidark par rapport au cash, même si vous proposez quelque chose qui est essentiellement numérique? Personnellement, et puis même au niveau de l'association, le cash, donc cette monnaie dette, nous on l'identifie quand même comme une monnaie perverse, hein, qui contribue à accroître la dette quotidiennement, l'asservissement des populations, de l'économie locale, qui finalement n'est qu'au service de ce marché financier. Que ça soit du cash ou du non-cash, c'est ce système de la monnaie dette qui doit être revu. Garder ces billets sous le lit, ça sert fondamentalement pas à grand-chose. L'argent, c'est ce qui perd le plus de valeur en tant qu'actif, hein, parce que les prix montent, etc. Être attaché comme ça au cash, je trouve pas ça incroyable. Après, bien sûr, on peut toujours me dire que oui, mais s'il y a une catastrophe électronique, une bombe IEM qui est lâchée, il nous faudra quand même du cash pour... Alors, il peut y avoir des réserves en cas de catastrophe qui sont prévues pour justement substituer à cette numérisation. Mais de toute façon, s'il y a une catastrophe électronique mondiale, c'est l'ensemble, c'est pas que le système bancaire, monétaire qui sera touché. Là, on est dans le domaine du catastrophisme et de la fin des temps, entre guillemets. Donc c'est pas non plus là-dessus qu'on se fonde. Évidemment, faut pallier à ces hypothèses, et donc c'est pour ça que avoir des réserves de cash, pas chez les citoyens, mais justement au sein des banques locales qui, en cas de panne, en cas de problème, etc., pourraient redistribuer, ça peut être intéressant de le concevoir. Après, bon, si tout est digitalisé, numérisé via une application, il y a le problème de la batterie, quoi. Si tout d'un coup on se retrouve sans batterie, on peut plus effectuer de paiement. Mais c'est pour ça que le système de cartes bancaires, entre guillemets, persistera encore un moment, parce que c'est l'intermédiaire entre le système numérique et un côté physique qui, il n'y a pas besoin de recharger notre carte, avec de lui donner de la batterie, quoi. Donc moi je vais pas, je suis contre le maintien à tout prix du cash. Je trouve qu'on s'attache à quelque chose qui déjà fondamentalement n'a pas de valeur. C'est bien pour moi une des preuves quand même de la réussite du système qui a réussi à nous matrixer, entre guillemets, à nous faire croire que ces bouts de billets avaient de la valeur. Ça n'en a pas.
Voilà, tout simplement. Je suis pas attaché au cash. Aujourd'hui, en plus, si on arrive avec toutes les injections monétaires, impressions monétaires, etc., si un jour ce système s'effondre, et ce qui risque d'arriver à la fin, avec la fin, quand ça arrivera, on ne sait pas quand ça arrive, mais quand il y aura la fin de la guerre en Ukraine, que le pétrole rebaissera un peu, le dollar sera en mauvaise posture, on peut s'attendre voilà, beaucoup d'économistes en parlent, hein, à une inflation monétaire très grave, et c'est pas le cash qui va vous sauver, bien au contraire. Dans ce cas-là, alors achetez de l'or. Alors si vraiment vous êtes attaché à quelque chose de physique et tangible, achetez de l'or, achetez des valeurs réelles, mais c'est pas le cash qui vous sauvera. Ça vaudra peut-être plus rien, même si le système s'effondre. Donc non, je pense justement que c'est un combat qui arrange bien le système en place, parce que ça nous permet à nous de nous détourner du véritable enjeu, et le véritable enjeu, c'est comment le cash va être numérisé, dans quelle direction est-ce qu'on aimerait que ça aille. Est-ce qu'on veut que ça soit toujours contrôlé par les banques centrales, on prend les mêmes et on recommence, mais de façon numérique, encore plus contrôlée, etc. Alors dans ce cas-là, battez-vous contre la numérisation du cash, parce que vous leur laissez à eux tout le loisir de développer en parallèle la seule solution qui sera présentée. La deuxième solution, c'est de se dire, OK, il y a la numérisation du cash, c'est inévitable, mais le vôtre, on n'en veut pas. On ne veut pas de cette manière-là. On ne veut pas une monnaie de banque centrale contrôlée, absolue, monnaie dette, etc. Non, on veut repenser le système, on veut de nouveau retourner sur des valeurs réelles. Et encore une fois, là, on revient avec Solidark. C'est ce qu'on propose, que chaque monnaie locale soit indexée sur la valeur réelle d'une économie locale ou d'un secteur d'activité. Cette manière de faire, il y a plusieurs avantages. Je ne les ai pas vraiment cités, parce qu'on parlait plus de manière plus globale du système, etc. Mais c'est quand même plus intéressant de parler de tout ça, je pense aussi pour les auditeurs. Mais je voulais quand même rentrer dans quelques avantages aussi du projet Solidark. C'est que, par exemple, on a aussi pour vocation de supprimer aussi une des choses qu'on considère aussi comme étant à l'origine de la domination, de la soumission des population et de l'économie locale, c'est le prêt à intérêt usurier. C'est quelque chose de très vicieux qui d'ailleurs est interdit par l'ensemble des grandes religions, hein, parce que ça fait très longtemps qu'on a identifié ce système de prêt à intérêt usurier comme étant source de domination et d'esclavage moderne, enfin d'esclavage des populations par la dette. Et comment alors on supprime en fait ce prêt à intérêt? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une banque va vous prêter de l'argent uniquement si elle y trouve un intérêt. C'est logique. Sinon, elle prend pas ce risque. Prêter de l'argent à quelqu'un qui a un projet, c'est un risque. Comme la banque locale qu'on propose de permettre de créer, comme les banques locales qu'on propose de créer, créeront leur propre monnaie locale, leur intérêt direct sera de valoriser leur monnaie locale. Ça veut dire plus la monnaie locale créée par une banque locale prendra de la valeur, plus cette banque s'enrichira, et de l'autre côté, donc la population qui aura contribué et la population et les entreprises qui l'auront créé s'enrichiront. Donc l'intérêt direct de chacune de ces banques locales, c'est de valoriser leur monnaie locale. Comment est-ce qu'elles valorisent la monnaie locale? Alors, puisque ces monnaies locales sont indexées sur la santé économique locale de la région, à travers justement ce panier d'actions d'entreprises locales, eh ben, pour valoriser une monnaie locale, il faut favoriser le développement de l'économie locale. Ça veut dire que si vous arrivez maintenant avec un projet en Gruyère, vous avez une idée de restaurant un peu innovant, parce qu'on retrouve un peu toujours la même chose, ou un projet un peu écologique au bord du lac de la Gruyère, ou non mais je sais pas, mais vous avez un projet porteur pour le développement de votre région. La banque locale va l'analyser, va dire ok, bah ce projet va augmenter le tourisme, va dynamiser la consommation locale, va être bon pour notre économie locale. Je vous prête de l'argent sans intérêt, parce que mon intérêt est intrinsèquement lié à la réussite du projet. Parce que si ce projet est en succès, bah, plus de monnaie locale circulera, sera utilisée, et donc la monnaie locale prendra de la valeur, ce qui vient satisfaire les intérêts de tout le monde au sein de ce circuit court. La question que je me pose quand je t'entends, c'est il y a une banque locale, mais une banque locale, ça demande aussi des fonds. On doit payer peut-être des salaires, de la gestion. À partir de quelle taille critique est-ce qu'une banque locale, quel bassin de
je sais pas, de population pourra créer une banque locale pour être suffisamment rentable. Parce qu'on a vu, il me semble, mais je suis pas certain, mais que le Farinet en Valais avait eu justement ce problème-là, que les frais de gestion n'étaient plus supportables par rapport à ce retour financier en fait dans le système. Oui, alors bon, déjà, premièrement, il faut quand même comprendre que vu qu'on est numérisé sur la blockchain, beaucoup d'administrations sont automatisées. Donc il y a quand même pas mal de frais qui sont évités à ce niveau-là. Grâce à une automatisation de la gestion. Maintenant, il y a des frais. Donc, évidemment, il y aura une taille critique. Je peux pas donner de chiffres, mais on pourra pas faire une petite banque de village, à mon avis, entre 40 participants. Ce sera plutôt des banques d'abord cantonales et ensuite des sous-banques de distri, etc. Aussi, encore une fois, il peut y avoir des banques sectorielles. On peut imaginer qu'il y ait la banque de l'hôtellerie-restauration suisse, donc c'est-à-dire la monnaie de l'hôtellerie-restauration suisse, qui soit créée en collaboration par tous les hôtels, tous les restaurants de toute la Suisse. Et ça veut dire que quand vous voulez aller manger dans n'importe quel restaurant, vous pouvez aussi payer dans le GastroCoin, ou je ne sais pas comment ils l'appelleront. Voilà. Donc, c'est des secteurs d'activité. Évidemment, il y a une certaine dimension qui peut être respectée. Ensuite, il peut y avoir une interaction entre les banques pour aussi diviser le travail administratif, de gestion. On propose également de faciliter la création de banques globales qui vont pouvoir créer des monnaies globales, parce que c'est important de penser que il y a deux choses. Déjà, si l'entreprise locale se fournit dans un autre canton, dans une autre localité, ils vont devoir dire en quelle monnaie est-ce qu'on fait nos échanges, dans la tienne, dans la mienne, ou alors dans une monnaie commune. Donc une monnaie globale sera une monnaie, comme le franc par exemple, qui sera adossée sur l'ensemble des monnaies locales qui circulent au sein de cette globalité. Et ça permet aussi de restabiliser le système, parce que si une région tout d'un coup est en sous-développement économique, monétaire par rapport à une autre, le système de monnaie globale vient justement le rééquilibrer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va créer la solde, c'est la monnaie de référence, parce que quand il y a une multitude de monnaies locales, ce qui est embêtant, c'est aussi l'unité de compte. C'est important d'arriver à pouvoir parler dans un langage commun pour dire, voilà, si tu me dis cette baguette coûte 3 grues, mais ça veut dire ça vaut 4 léments, ce qui vaut 5, je sais pas quoi, on va s'embrouiller, on va vraiment s'embrouiller. C'est comme si chaque région avait, il y en a, ils utilisent les pouces, l'autre les centimètres, etc. Il faut quand même une unité de mesure globale, et c'est justement ce que cette monnaie locale, la solde, va pouvoir permettre de faire. De constituer à la fois une réserve de valeur globale, mais aussi une unité de compte qui soit universelle, qui permet justement de restabiliser les économies lorsqu'il y a des disproportions. Et donc, ces banques globales, qui donc auront beaucoup plus de fonds que les banques locales, mais qui seront constituées par ces banques locales, pourront elles aussi administrer, ils pourront externaliser l'administration des banques locales, justement par ce réseau plus grand, pour autant que ça reste sous un contrôle démocratique de la banque locale. Donc, c'est aussi une interaction beaucoup plus dynamique et automatisée dans l'administration. En réalité, il y aura besoin de il n'y aura pas à chaque fois la même administration dans chaque banque locale. Ça peut s'externaliser tout en gardant cette notion de contrôle démocratique. Est-ce que, justement, s'il y a des gens de Gastro Suisse qui nous écoutent, ou de Gastro Fribourg, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Est-ce que vous êtes ouvert à ce genre de partenariat, ou vous souhaitez rester complètement indépendant? Non, oui, mais justement, pour réussir, on aura, c'est l'objectif de faire des partenariats, non seulement alors avec des entreprises locales directement, mais aussi avec des représentants ou des collectifs qui représentent tel ou tel secteur d'activité. Ouais, c'est clair, avec Gastro Suisse, ce serait merveilleux. On a besoin, alors on n'a pas encore entamé une grosse campagne de partenariat pour l'instant. On était sur plusieurs autres fronts. Mais pour l'instant, vraiment, ce qu'on a besoin, c'est deux choses. Le nerf de la guerre, évidemment,
pour se développer. On a toujours besoin d'argent pour développer l'application, pour développer aussi la communication, la pédagogie, vulgariser un peu mieux, organiser peut-être des conférences, etc. autour du projet, ça, d'une chose. Donc c'est pour ça qu'on a lancé notre crowdfunding sous forme d'ICO. Donc on vend notre crypto-monnaie directement via notre site solidark.org. Solidark avec un K. Hein, avec un K, ouais. Solidark.org. Et la deuxième chose, et qui est presque prioritaire, c'est aussi renforcer notre équipe. Donc, on va entamer là maintenant une deuxième phase de recrutement pour qu'on soit plus efficace, parce qu'il faut comprendre qu'on est une association à but non lucratif. On travaille quand même depuis 2 ans et demi là-dessus, évidemment bénévolement. C'est comme pour tout projet, au début, il y a un très gros engouement, une très grosse motivation, mais quand il n'y a pas de rémunération, les gens, les membres ont souvent tendance à remettre les tâches à demain. Enfin, voilà, on connaît tous le principe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut renforcer cette team, redonner un élan de motivation. Donc vraiment, c'est aussi un appel que je peux faire. C'est si vous avez envie si vous avez été séduit, intéressé, curieux par le projet, n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, donc sur notre site contact@solidark.org, ou alors directement de remplir le formulaire d'inscription d'adhésion à l'association. Donc il n'y a pas de cotisation pour adhérer à l'association, et adhérer à l'association veut dire contribuer à la réalisation du projet. Ça peut être de diverses manières, que ce soit des expertises économiques, financières, que ce soit une aide au niveau du community management, sur les réseaux sociaux, de la communication générale, de l'administratif, développement web, etc. Franchement, on a besoin de monde. On vise à être le plus participatif possible. Donc aussi, ça sera développé, l'application sera développée quand même de manière open source, sur les divers outils qui existent actuellement. Le concept est très élaboré. Donc on a tous nos documents, parce que j'ai évidemment pas pu rentrer dans tous les exemples concrets, mais j'aurais pu le faire, mais j'ai préféré parler aussi du contexte global. Tout ça, je pensais que c'était plus intéressant pour vous. Mais si vous et puis comme ça vous laisse aussi encore d'autres choses à regarder si vous êtes curieux. Vous pouvez télécharger nos documents, le white paper qui est sur notre site internet. Vous pouvez le télécharger, le lire. Et puis j'ai vu que vous avez fait un travail aussi de régulation. Vous allez vous inscrire à la FINMA, ou qu'est-ce que j'ai vu passer? Oui, parce que en fait, aujourd'hui en Suisse, c'est quand même très très favorable aux crypto-monnaies, aux projets crypto, jusqu'à quand je sais pas, et même pour les levées de fonds, jusqu'à 1 million de fonds récoltés, il n'y a pas besoin d'avoir d'approbation de la FINMA, etc. Bon, de toute façon, c'est mieux de le faire. Donc la demande est en cours. C'est quelque chose, de toute façon, c'est administratif, c'est quelque chose qui prend encore plus de temps qu'un permis de construire. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que la Suisse, pour ça, c'est très crypto-friendly, mais ils ont l'intention quand même, ils sont quand même positionnés de façon ils veulent accueillir et être quand même un centre de développement et d'innovation dans la crypto-monnaie. Beaucoup d'entreprises dans la crypto sont basées en Suisse. Est-ce que vos projets, est-ce qu'il a aussi c'est simplement Suisse romand, ou est-ce que vous avez des contacts aussi avec la Suisse allemande? On sait que du côté de Zug, il y a beaucoup d'entreprises de crypto-monnaie, une association, je crois, qui s'appelle Crypto Valley. Est-ce que vous avez déjà fait des présentations en Suisse allemande? Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est très francophone. C'est pas très suisse romand, mais c'est très francophone. Par contre, pour la Suisse romande, c'est Neuchâtel qui est un peu la Crypto Valley. Ils sont à la pointe là-bas. Et là, justement, on est en train d'organiser des prises de contact direct avec des gens, des entreprises qui sont dans ce domaine. Il y a même des influenceurs, des gens très influents dans le domaine de la crypto francophone qui sont à Neuchâtel. Ça, c'est quelque chose vers lequel on se dirige. D'ailleurs, la banque Montpellerin, qui est spécialisée dans la tokenisation de PME, elle est là-bas, elle est à Neuchâtel. Non, pour l'instant, c'est très francophone. On est en train de regarder. On a plusieurs partenariats en cours avec des entreprises même françaises dans le domaine de la crypto. Tout simplement par simplicité, parce que il y a déjà tellement de travail, c'est déjà tellement complexe. Si en plus de ça, et puis voilà, moi personnellement, je suis très impliqué, donc j'ai un œil un peu surtout pour l'instant. Et comme je parle pas allemand, je peux pas avoir un œil là-dessus. Donc pour l'instant, donc c'est un modèle qui est
porté à s'exporter en France ou dans d'autres pays. Oui, l'objectif, c'est quand même de s'exporter au moins au niveau européen, mais c'est quelque chose qui peut plaire aux Africains notamment, qui ont cette grande aspiration quand même à plus d'émancipation, d'autonomie, d'indépendance. Comme je le disais avant, c'est quand même fou que leur monnaie, le franc CFA, soit imprimé par la Banque de France. Enfin, c'est quand même des systèmes néocoloniaux qui sont quand même aberrants. Alors, les Africains, et d'ailleurs, et contrairement aux Européens, c'est ceux qui sont le plus au courant des systèmes monétaires. Hein. Ils sont très au courant de ces systèmes-là. D'ailleurs, même dans la crypto-monnaie, il y a énormément d'Africains qui ont foncé là-dedans avant même les Européens, parce que comme aussi une grande partie d'entre eux sont pas forcément bancarisés, etc., c'est beaucoup plus simple pour effectuer que de passer par même Western Union ou autre. Et l'Afrique, en général, aurait tout intérêt à pouvoir avoir des monnaies souveraines, des monnaies locales souveraines indexées sur leurs ressources et sur leurs entreprises locales. C'est toutes les ressources du monde qui sont présentes en Afrique. L'Afrique est tellement riche, mais ne profite absolument pas de sa richesse, qui est à la fois spoilée par des dictateurs d'un côté, des occidentaux ou autres de l'autre, qui se permettent oui, c'est le néo-impérialisme total. Donc, je pense que s'il y a un continent qui serait le plus avantagé, même plus que l'Europe, à adopter un tel système, ce serait évidemment le continent africain, dans lequel s'exporte très très bien. Et bon, la francophonie, c'est l'Afrique aussi. Donc, ouais. Très bien. Je vous propose qu'on fasse une nouvelle petite pause musicale. Notre Vincent nous a préparé une petite musique et puis on se retrouve tout de suite après pour conclure. Hein. On est déjà à 2 heures bientôt d'émission. Et puis, donc Vincent, c'est quand tu veux. À tout de suite. Vous écoutez Radio Libre. Voilà, merci Vincent pour ces extraits musicaux. La vaccination nous sommes le samedi 28 mai, nous sommes au live du samedi avec Vadim Dequet qui nous présente son projet qui mêle crypto-monnaie, économie redémocratisée à un niveau local ou thématique, comme on l'a entendu. Il nous a fait des très bonnes explications. Maintenant, donc le site de son projet, c'est solidark avec un K à la fin.org. Si vous voulez aller chercher plus d'informations et peut-être contribuer à son projet. On parle beaucoup, on a beaucoup parlé de crypto-monnaie, mais sans aller peut-être dans le fond, expliquer un peu à ceux qui connaissent pas du tout quels sont les mécanismes de ce phénomène un peu des crypto-monnaies, de ce qu'on appelle la blockchain. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux peut-être nous faire une introduction dans ce sens-là et puis qui peut clarifier un peu les choses pour les gens qui ne connaissent pas du tout ces thématiques et puis expliquer peut-être quelles sont les applications possibles de ces technologies. Oui, volontiers. Alors bon, on parle souvent de la crypto-monnaie et de la blockchain déjà comme si c'était quelque chose d'unique et d'unifié. Il y a des crypto-monnaies qui fonctionnent sur des principes totalement différents et il y a plusieurs blockchains également qui fonctionnent sur des principes différents. La blockchain, c'est la technologie qui a donné naissance à la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Pour comprendre comment fonctionne la blockchain, il faudrait commencer par comprendre comment fonctionnent la plupart des plateformes sur Internet. Par exemple, Facebook ou autres sont gérées par des serveurs centraux. Ça veut dire que c'est un serveur central qui centralise les données, les transactions, etc. Donc, il y a un contrôle absolu sur la plateforme de par ce serveur central. Ce que la blockchain révolutionne et apporte, c'est en fait une décentralisation des serveurs. Potentiellement, utilisateur Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies peut télécharger sur son ordinateur ou sur son équipement informatique la blockchain en entier, ça veut dire le livre de compte. Parce qu'en fait, c'est ça, la blockchain, c'est un livre de compte distribué et décentralisé qui peut être téléchargé par tous les utilisateurs. Et donc, chaque utilisateur peut potentiellement, s'il le souhaite, fournir son ordinateur ou ses machines informatiques
afin d'alimenter les serveurs du réseau. Si on veut, de nouveau avec Facebook, pour prendre l'exemple, c'est comme si à la place que Facebook ait un serveur central, imaginons que chaque utilisateur de Facebook pourrait utiliser son ordinateur pour contribuer à alimenter le serveur. Ce qui donne la possibilité, d'une part, de garantir aussi une pleine propriété des données qui circulent, de rétribuer aussi les utilisateurs pour ce service qu'ils fournissent. On parle de crypto-monnaie parce que donc la fonction d'échange est cryptée, différentes cryptographies, ça c'est technique, mais voilà, c'est pour ça qu'on dit crypto-monnaie. La blockchain permet donc, de par sa nature décentralisée et cryptographique aussi, de faire s'échanger de la valeur entre les individus. On entend de plus en plus parler des NFT, non-fungible tokens. Ce sont des propriétés numérisées, inaliénables, qui peuvent s'échanger. On pourra authentifier formellement des signatures, signer des contrats, automatiser aussi la mise en application de ces contrats via la blockchain. La blockchain offre un potentiel immense, on va dire même concernant le vote électronique, parce que ça c'est aussi un sujet qui revient régulièrement même sur la table. Pouvoir voter de manière électronique favoriserait peut-être la participation politique, aussi peut-être la capacité des citoyens de pouvoir récolter des signatures, parce qu'aujourd'hui on récolte les signatures dans la rue, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire via Internet. La seule chose est de pouvoir authentifier formellement les signatures des signataires, et c'est ce que la blockchain permet de faire. Évidemment, s'il y a un vote électronique qui se produit à travers des serveurs centralisés, comme ça se fait aux États-Unis par exemple, il y a la crainte totalement légitime que des fraudes et des manipulations puissent être effectuées. Parce que quand un serveur est centralisé, ça veut dire qu'il y a un organe de contrôle qui possède quand même un pouvoir sur la gestion de ce serveur. Or, avec la blockchain, il n'y a pas ce problème. De par sa nature décentralisée, justement, ça garantit une certaine authenticité, infalsifiabilité aussi des signatures, des votes, des transactions, etc. La blockchain est une solution pour le vote électronique. Par exemple, pour ma part, si on instaure une fois un vote électronique en Suisse, s'il est par le biais d'un serveur central qui plus est peut-être géré même par des entreprises américaines ou autres, ça serait absolument néfaste pour notre démocratie. Mais si ce système de vote électronique pouvait être garanti par une blockchain publique, ouverte, décentralisée, etc., dans ce cas-là, ça apporterait beaucoup de positifs. La blockchain permet donc de se faire échanger de la valeur, d'authentifier des signatures, des votes, des transactions de manière infalsifiable. C'est en fait une révolution dans le sens justement de l'échange de la valeur, parce que jusqu'à aujourd'hui sur Internet, on peut pas vraiment s'échanger de la valeur parce qu'on peut copier facilement n'importe quelle musique, n'importe quel contrat, un copier-coller toutes les informations qui circulent sur le net. On peut pas le faire avec la blockchain. Lorsque je te donne un coin, par exemple, via la blockchain, je ne l'ai plus et je peux pas te le copier. Depuis la création de la blockchain Bitcoin, la blockchain en tant que telle n'a jamais été hackée, n'a jamais été piratée. Il y a eu des piratages sur des exchanges centralisés, mais jamais sur une blockchain décentralisée. C'est le grand apport. Je viens de voir maintenant, j'ai vu ça hier, Kev Adams en France qui lance un projet de film participatif où en fait chaque personne peut devenir copropriétaire, coproducteur en fait de ce film en possédant une partie du NFT qui leur permettra ensuite de toucher toucher de l'argent sur les droits de diffusion, etc. Donc ça permet vraiment de démocratiser à la fois l'achat de titres, mais aussi au niveau des contrats, de faciliter les assurances s'y penchent de plus en plus parce qu'il y a tout un système de smart contract qui automatise aussi la validation des contrats sous certaines conditions qui sont donc désormais inviolables, infalsifiables. On n'a pas encore exploré le 1% du potentiel de cette technologie, mais c'est une véritable révolution qui, comme pour toute révolution, commence avec des failles. Évidemment, comme on a cité avant quand même le problème énergétique lié au Bitcoin, mais failles qui peuvent être réglées et qui le sont par d'autres projets. Donc finalement, ce n'est pas un argument de critiquer les cryptos au sens général à cause que le Bitcoin est énergivore. Et bon, voilà, c'est comme aussi pour
toute technologie, on peut en faire quelque chose de très positif, mais aussi quelque chose de très négatif. Ça veut dire que la Chine se sert du potentiel de la blockchain, non pas pour décentraliser et permettre à ses citoyens de se réapproprier leurs données, mais au contraire pour accroître son contrôle sur la population. Donc, autant on peut l'utiliser de cette manière, qu'on peut aussi l'utiliser justement avec ce grand potentiel émancipateur, celui qu'on propose justement pour redevenir maître de notre création monétaire, de nos données, etc. Donc en fait, c'est pour ça que ce sujet et ces enjeux doivent commencer vraiment à intéresser les gens. On ne doit pas s'en détourner. C'est pas parce que c'est complexe que c'est incompréhensible. Si on s'en détourne et qu'on ne souhaite pas mettre ces enjeux sur la table, d'autres vont nous l'imposer un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, et ça sera pas dans le sens de l'émancipation, ça sera pas dans le sens de la démocratie. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Au-delà de développer notre projet, c'est sensibiliser la population sur ces enjeux monétaires, des données, etc. Après, nous, on a un projet concret qui comme je l'ai dit avant, vise principalement à relocaliser l'investissement à l'échelle locale à travers le mécanisme de monnaie locale que j'ai évoqué avant, à décentraliser la croissance économique et à la rendre démocratique. Mais on vise aussi à apporter une pédagogie, une vulgarisation à la fois du système économique d'une part, mais de ces évolutions techniques de l'autre. En fait, dans la technologie, il y a vraiment autant des menaces que des opportunités. La technologie peut être au service du contrôle absolu, mais peut être aussi très émancipatrice. Et c'est vers ça qu'on veut tendre. C'est important. Voilà. Un grand merci Vadim Dequet et votre projet Solidark. Merci pour toutes ces explications. Est-ce qu'on peut déjà donner une date à partir de laquelle la première transaction Solidark verra le jour? Est-ce qu'il y a déjà un horizon prévisible? Oui, alors on a une roadmap qui de toute façon peut être évolutive en fonction aussi des aléas. Là, actuellement, on est en pleine récolte de fonds. Cette récolte de fonds se terminera normalement en octobre. Après, ça dépend encore une fois si on a réussi à atteindre nos objectifs pour pouvoir développer concrètement l'application. On est déjà en train de modéliser, de designer cette application qui sera ensuite développée. On pense que la première application, sous sa première forme, pourra voir le jour dans le premier trimestre 2023, voire le deuxième. Et ce serait un objectif réaliste et pas trop long, intéressant. Voilà. Et si donc vous avez envie de nous soutenir, encore une fois, allez jeter un coup d'œil sur le site. N'hésitez pas à participer à l'ICO, donc au financement participatif. Vous recevrez donc une crypto-monnaie, la Solde, qu'on a créée en échange de votre financement. Solde qui ensuite sera sur les marchés des crypto-monnaies, donc qui prendra de la valeur en fonction de l'enthousiasme et du succès du projet. Donc c'est pas un simple don, c'est une contribution avec quelque chose derrière. Voilà, vous recevez pas une action, mais une crypto-monnaie. Ça nous aiderait beaucoup. Et si vous avez envie de participer d'une manière ou d'une autre en tant que partenaire, en tant que membre qui développe, qui contribue au développement du projet, alors écrivez-nous, inscrivez-vous sur le site et voilà. En tout cas, c'est un grand plaisir de pouvoir présenter ce projet et de parler aussi de manière plus large de ces sujets qui personnellement me passionnent aussi. On l'a compris, un grand merci. L'appel est lancé. On entend aussi l'appel de ton fils. Ah ouais, on entend. et lui, il apparaît très intéressé. Je pense que c'est très bien de faire ça pour l'avenir de nos jeunes. En tout cas, merci Vadim et puis l'équipe qui est derrière toi avec toi pour ce projet. Et on se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio Libre. Le temps de rendre bientôt l'antenne, n'est-ce pas Vincent? Oui, alors tout à fait, on est presque prêt à rendre l'antenne. Je vais encore passer pour les auditeurs un petit résumé de la présentation de Solidark. Et après, vous retrouverez la boucle de Radio Libre. Merci beaucoup Vincent, merci Vadim. Et merci. Un bon samedi, un bon dimanche. Bon week-end. Et un bon week-end. À bientôt. À bientôt. La plupart des consommateurs ne sont pas satisfaits de la manière dont est dirigée la sphère économique. Ne sachant pas comment faire changer les choses, il ne leur reste qu'à subir la dynamique actuelle. Solidark a décidé de révolutionner les règles du jeu. Il est temps de changer de cap. Le système monétaire actuel a conduit à la centralisation de l'exploitation du capital financier. En effet, les banques et les institutions financières
ont centralisé la croissance économique autour d'un marché financier où circule le 95% des richesses mondiales. Ce modèle ne représente plus l'économie réelle. Provenant d'un endettement incontrôlé, la monnaie elle-même n'est que le fruit du néant. Aujourd'hui, ce système ne profite qu'à une élite financière. L'économie fonctionne au détriment des citoyens qui ne sont plus en mesure d'exploiter par eux-mêmes leurs capitaux, ni même d'élire ceux en charge de le faire. Mais ce monde est révolu. L'association Solidark a pour objectif de décentraliser la production de richesses en démocratisant la création bancaire et monétaire. Aujourd'hui, nous pouvons libérer le potentiel de l'économie réelle et de l'économie locale. Ensemble, nous pouvons changer le système et décentraliser la croissance économique. Pour réaliser le projet Solidark, notre association travaille sur le développement de la première agora numérique. Il s'agit d'une application sur laquelle les utilisateurs pourront créer des banques et des monnaies fondées sur l'économie réelle. Solidark fournira un écosystème où le financement participatif remplacera le crédit bancaire. Sur l'agora numérique, les citoyens, les entreprises et les institutions pourront facilement rassembler des fonds afin de créer des banques démocratiques. Ces collectivités bancaires pourront émettre leur propre monnaie d'échange afin de canaliser l'investissement vers des régions ou des secteurs d'activité spécifiques. En utilisant les monnaies locales de Solidark, les consommateurs investissent directement dans le développement d'un circuit économique local. Grâce à l'agora numérique, vous devenez de véritables consommateurs, capables d'influencer votre environnement économique et social. La création d'une diversité de crypto-monnaies locales est la clé d'une solution démocratique. En attendant que cette offre de monnaie se multiplie, Solidark a choisi d'émettre une monnaie de référence, la solde. En termes de financement, la solde permettra à l'association de lever les fonds nécessaires à la réalisation du projet. Soumise à des lois encore inédites, la solde, ainsi que toute monnaie locale présente sur l'application, seront soutenues par une réserve de valeur réelle. Cette réserve sera principalement composée de titres de propriété représentant des actions d'entreprise, des biens immobiliers ainsi que des matières premières. La réserve Solidark sera continuellement alimentée afin que la solde puisse conserver une valeur proportionnelle à la croissance économique de son écosystème. La vision de Solidark est celle d'un monde économique plus juste, un monde dans lequel l'accès à la création de richesses est équitablement distribué. Si vous êtes intéressé à participer au développement du projet Solidark, alors n'hésitez pas à adhérer à l'association. Embarquez dans l'arche. Rejoignez-nous sur www.solidark.org. Solidark, la révolution en application. Vous écoutez Radio Libre. Retrouvez tous nos podcasts sur radiolibre.ch.